Notre invité, Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Pierre Moscovici, député du Doubs. Est-ce que je reçois le directeur de campagne de François Hollande? Vous le saurez demain, officiellement. Franchement. Probablement. Certainement. Certainement. Bon, vous êtes le nouveau directeur de campagne de François Hollande. L'équipe sera connue demain. Absolument. Manuel Valls, on sait déjà, va diriger la communication. On va pas entrer dans tout le détail. Michel Sapin va s'occuper de l'économie. Une équipe qui va réunir tous les courants du Parti socialiste. Écoutez, moi, oui. je vais commenter ça demain, et puis on la finalise encore aujourd'hui. Vous savez, c'est toujours dans les détails que se niche le diable. Mais il y aura une équipe de campagne, elle est constituée. Ce sera une équipe qui, à la fois, sera rassembleuse. Il faut que toutes les sensibilités du parti y soient. Et puis une équipe qui soit efficace, c'est-à-dire tournée vers les Français. Et puis qui soit capable de mener une campagne moderne, avec toutes les fonctions d'une campagne moderne. Et nous sommes déjà, en réalité, au travail. La campagne, elle est là. Le candidat Hollande qui est attaqué de toutes parts, à la fois par l'UMP et aussi par la gauche. Dites-moi, Pierre Moscovici. Je pense qu'il n'est pas... Ça vous a choqué, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple? J'ai trouvé ça non seulement choquant, mais en réalité insupportable. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il est le leader d'un parti de gauche. Il est le candidat du Front de gauche. Et dans Front de gauche, il y a gauche. Et quand on est un chef de la gauche, ce qu'il aspire à être, quand on veut battre Nicolas Sarkozy, ce qu'il aspire à faire avec nous, on ne parle pas comme ça du leader de la gauche qui sera présent au second tour. Laissez entendre, d'une part, que François Hollande serait, je sais pas quoi, un capitaine de pédalo, ou d'autre part qu'il ne peut pas gagner sur cette ligne contre Nicolas Sarkozy, la ligne précisément qui est celle que portera François Hollande dans le second tour de l'élection présidentielle, je l'espère. Tout cela, c'est contre-productif, c'est négatif. Et je demande à Jean-Luc Mélenchon une chose précise, qu'il développe ses thèses, qu'il montre qu'il est différent de nous, c'est naturel. Mais s'il s'agit d'attaques, et notamment d'attaques personnelles, qu'il les réserve à la droite. Ne nous trompons pas de combat, et ne nous trompons pas d'adversaire. Jean-Luc Mélenchon dit Nicolas Sarkozy prône la rigueur, et il dit François Hollande prône aussi la rigueur. La politique est la même, ou pratiquement la même. La politique n'est pas la même, mais le contexte, il est le même pour tous. Et ça, Jean-Luc Mélenchon, qui est un garçon intelligent, il a été ministre avec moi du gouvernement Lionel Jospin, et c'était un ministre en plus tout à fait réaliste et modéré dans son champ. Il sait très bien que quand un pays s'endette, c'est le cas de la France aujourd'hui, nous avons 500 milliards d'euros de dette publique en plus par rapport à 2007. Un quart de notre dette a été accumulée depuis 2007. Il sait très bien que quand on s'endette et quand on passe son temps à rembourser des intérêts de la dette, aujourd'hui le service des intérêts de la dette, c'est le premier budget de l'État. Tout ce qu'on fait pour ça, qui est une dépense improductive, on ne le fait pas pour l'éducation nationale, on ne le fait pas pour l'hôpital, on ne le fait pas pour la justice, on ne le fait pas pour la sécurité, on ne le fait pas pour la culture. Si on veut des services publics dans un pays, il faut se désendetter. Si on veut retrouver des marges de manœuvre pour agir, il faut se désendetter. Et être de gauche, retrouver de la souveraineté, c'est se désendetter. Et quand François Hollande, quand François Hollande, l'autre jour dans Libération, il a dit je veux donner du sens à la rigueur. Que voulait-il dire? Il voulait dire une gestion rigoureuse du pays. C'est naturel. On ne va pas laisser nos finances publiques aller à volo parce que nous serions pour le coup dégradés. Dégradés, ça veut dire des taux d'intérêt en plus, etc. Est-ce que nous avons déjà perdu notre triple A, selon vous? Nous ne l'avons pas perdu. Il est là, le triple A. Mais observons que notre triple A n'est pas de la même qualité que celui de l'Allemagne. Quand on a, pardonnez-moi les techniques, ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire un différentiel de taux d'intérêt de 1,6%, près du double en réalité. 1,6, 1,7, Voilà, 1,6, 1,7 par rapport à l'Allemagne qui est 1,9. Ça signifie qu'en réalité, les marchés ont moins confiance dans la France. 3,4 et l'Allemagne est autour de 1,9. Ils ont des doutes, les marchés. Ils ont des doutes, pourquoi? Et c'est là encore où je le dis à Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ils ont des doutes parce que ce pays, depuis 2007, est mal géré. Justement, parce qu'il n'est pas géré rigoureusement au sens fort du terme. Parce qu'il n'est pas géré justement... Ça veut dire que la rigueur, ce sera l'axe majeur de la campagne de François Hollande? Pas du tout. Mais alors pas du tout, parce qu'on ne tombe pas amoureux de je ne sais quelle rigueur, parce que l'austérité n'est pas une perspective. L'axe majeur de la campagne de François Hollande, ce sera un triptyque, Jean-Jacques Bourdin. Premier point, la vérité. C'est pas la rigueur, c'est la vérité. Les comptes publics sont dégradés, on ne peut pas le tolérer. Ça n'est pas acceptable, parce que ça se tourne encore une fois contre notre souveraineté, nos services publics, notre marge de main-d'œuvre.
Deuxième élément du triptyque, la justice. Et ça, c'est un marqueur de gauche, c'est un marqueur socialiste, justice sociale. Justice, notamment à travers la réforme fiscale. Nous voulons une grande réforme fiscale qui soit une réforme de justice, pas une réforme à l'inverse, comme le fait le gouvernement. Et puis le troisième élément du triptyque, c'est le redressement de ce pays. C'est la préparation de l'avenir, c'est redonner un espoir à sa jeunesse, c'est refaire un système éducatif qui soit digne de ce nom, c'est relancer nos PME, PMI, c'est notre industrie remise en force, c'est la transition énergétique. Il va falloir être très concret, hein, Pierre Moscovici. Mais on va l'être. Vous le saurez, avec des... Bon. Croissance 0,4% au troisième trimestre. Vous êtes content? Pourquoi content? Je ne sais pas, c'est un chiffre meilleur que prévu. Je crois qu'on avait prévu 0,3, on est à 0,4. 0,4, oui. Je crois qu'on a appris que le deuxième trimestre était aussi négatif, moins 0,1. On est quand même sur un rythme extrêmement lent. Moi, je me réjouis quand la France va bien, je me réjouis quand notre croissance va mieux, mais ce que je constate, c'est que actuellement, cette croissance, malheureusement, elle est atone, parce que le modèle français, notamment le modèle productif français, il a été délaissé. Et parce que justement, les politiques de rigueur, si elles n'ont pas de sens, si elles ne sont pas complétées par la justice, si elles ne sont pas complétées aussi par un effort productif, par un pacte productif, par un pacte éducatif, parce que ces politiques-là n'aboutissent à rien d'autre qu'une économie en basse pression. Alors, rigueur, ça veut dire rigueur sur les dépenses publiques. Il faut faire des économies. Rigueur sur les dépenses publiques, on est bien d'accord, Pierre Moscovici. Moi, je ne vais pas me laisser enfermer dans ce mot. Bon, oublions le mot. Non, parce que tous les responsables politiques ont peur de ce mot. Non, mais je l'ai utilisé moi-même. Oui. J'ai dit rigueur au sens de gestion rigoureuse des finances publiques, mais si vous me demandiez quel est l'axe de la campagne de François Hollande, c'est pas la réduction des dépenses publiques. Non, c'est autre chose. C'est sortir de cette crise, le faire avec de la crédibilité, mais aussi recréer une espérance dans ce pays, une perspective. Oui, mais vous allez être obligé de réduire les dépenses publiques, Pierre Moscovici. Alors, vous allez me demander... D'abord, comment faites-vous? Première des choses, le pacte, je ne sais pas si vous l'appelez le pacte, le projet présidentiel du candidat, pardonnez-moi, vous me dites que on le connaîtra quand? Logiquement, quand la campagne démarrera, la vraie campagne, avec un adversaire, parce que ça aussi... C'est-à-dire en février? On a aujourd'hui, pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse, un président qui de temps en temps préside, mais qui la plupart du temps est candidat, qui est uniquement candidat, qui se déplace sur le terrain uniquement en candidat, qui agit en candidat, qui fait monter toute une meute contre le candidat de la gauche de manière totalement indécente, sans arrêt. Le babard de la gauche. Écoutez, moi, j'ai trouvé ça dérisoire de la part du ministre de l'Éducation nationale, que sa référence culturelle, j'adore Babar, hein, je suis pas tout à fait de la génération la première, mais enfin j'ai lu ça quand j'étais petit, Babar et Furibard, je me souviens de ça, mais enfin c'est quand même pas la référence culturelle suprême, pas davantage qu'Astérix, même s'il aurait pu souligner que Sarkozix, puisqu'il comparait Astérix et Sarkozix, n'a quand même plus de potion magique aujourd'hui. Mais cette façon d'abaisser le débat public, cette façon de discréditer personnellement un adversaire qui porte l'espoir de millions et de millions d'hommes et de femmes qui veulent le changement dans ce pays, qui peut être le prochain président de la République, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et cette droite-là, c'est une droite sarkozyste pour le coup, et j'en reviens à ce que je disais, un candidat, le candidat Sarkozy, il n'est plus le président des Français. L'a-t-il jamais été, d'ailleurs, le président de tous les Français? Il ne cherche pas à rassembler. Il est de plus en plus un candidat en campagne autour d'un d'un clan qui lui-même chasse comme une meute. Et c'est à ça que nous devons nous attaquer. Je ne veux pas, moi, je comprends que la gauche soit diverse, que chacun défende ses thèses, mais soyons quand même unis sur l'essentiel. Le changement dans ce pays passe par la gauche et il passe par François Hollande. Bien, Pierre Moscovici, comment réduisez-vous la dépense publique? Vous allez nous apporter vos solutions dans 2 minutes. Vous êtes sur RMC BFM TV, il est 8h43. Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Pierre Moscovici est notre invité ce matin. Pierre Moscovici, tiens, je fais juste une petite parenthèse. Jean-Luc Mélenchon était là à votre place hier. Il me disait, mais il est inadmissible qu'en Grèce, les socialistes gouvernent avec l'extrême droite. Ça ne me plaît pas non plus. Je crois que ça ne doit pas se faire comme ça. Je le condamne. Vous l'avez dit au PASOK? Je l'ai dit aux socialistes grecs. Le Parti socialiste a pris une position là-dessus, regrettant, déplorant qu'un gouvernement d'union nationale aille jusqu'à l'extrême droite. Ça n'est pas notre thèse. Mais Jean-Luc Mélenchon disait ça dans un but très intéressé, pour dire, regardez, les socialistes français sont comme les socialistes grecs. Je veux le rassurer, Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons pas l'intention de diriger ce pays, ni avec la droite, ni avec l'extrême droite. Et donc, chez nous, ce que nous voulons, c'est un gouvernement de gauche, mais pour ça, il faut aussi qu'une gauche soit respectueuse et unie.
Comment réduisez-vous la dépense publique? Alors, je vais vous répondre parce que j'ai Allez-y, été Pierre Moscovici. incomplet. Oui. Pour réduire les déficits, Oui. il y a quand même plusieurs façons de faire. Il y a d'abord recréer de la croissance dans ce pays. Mais pardonnez-moi, Oui, ça, c'est- non, mais nous évoquions tout à C'est l'heure. utopique pour l'instant. Non, c'est pas utopique. Ah bon. Parce que, y compris quand on parle de l'Europe, et on en parle beaucoup, quand même, moi, je ne suis pas béat d'admiration. Vous parliez de la Grèce, devant ces accords qui n'offrent pas d'autre perspective que l'austérité. Si l'Europe ne retrouve pas une perspective de croissance et une politique de croissance, et elle en a les moyens, que ce soit à travers l'action de la Banque Centrale Européenne, qui doit plus généreusement irriguer le système financier, que ce soit à travers des euro-obligations qui mutualisent la dette, solidifient les choses, que ce soit à travers des emprunts européens, alors nous sommes nous-mêmes enfermés dans un cadre. Et si nous sommes aux responsabilités, nous plaiderons pour une nouvelle donne européenne. On ne va pas Forme de continuer. relance. Mais on va pas. Oui, absolument. On va pas continuer comme ça. Bon, Non. ça c'est la première des choses. Première des choses. Mais vous avez raison, ça ne Alors, sera mais pas vous le cas ne en me quelques répondez mois. pas sur la, Non, sur je la vous réponds. dépense publique. La deuxième chose, mais la dépense publique est une composante Oui. à l'intérieur Oui, de d'accord, trois mais éléments. vas-y. Le deuxième, c'est quand même la politique sur les niches fiscales. Ça s'appelle les dépenses fiscales. Oui. Ça n'est pas un hasard. Et de ce point de vue-là, je note que le gouvernement, dans ses plans de rigueur successifs, augmente surtout des impôts ou diminue des droits qui sont ceux des assujettis, la TVA, la retraite, les prestations sociales. C'est à ça qu'ils ont touché, pas aux dépenses publiques eux-mêmes. Ils disent l'essentiel pour nous, c'est des économies de dépenses, 500 millions dans le dernier plan sur 7 milliards d'euros. Donc ça, c'est pas équilibré. Mais nous voulons qu'on retouche à des dépenses fiscales, des niches fiscales qui sont des niches injustes et inefficaces. L'inspection des finances, c'est pas un corps d'extrême gauche, a fait un inventaire des niches. Et quand on regarde, par exemple, les heures supplémentaires défiscalisées, on en a beaucoup parlé, on s'aperçoit que ça crée un effet d'aubaine, c'est-à-dire que les entrepreneurs, au lieu d'embaucher, ont recours à ça, d'autant plus que c'est la collectivité Mais qui le paye. Sénat, dans la nuit, d'ailleurs, a supprimé... Mais c'est la majorité de gauche du Sénat, on Oui. verra ce qu'en Oui, fait le on gouvernement. verra ce que La majorité font de gauche, elle les mène une députés. politique de gauche, ou plutôt Oui. elle indique ce que serait une politique de gauche. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, il faudra revoir des dépenses publiques. Ça n'est pas tabou. Lesquelles ? Mais lesquelles, Jean-Jacques Bourdin? Je présenterai demain, au nom du candidat, notre organigramme de campagne. Nous avons un président de la République qui se balade dans le pays en faisant campagne, mais qui, pour l'instant, se garde bien de tout. Et donc, nous présenterons notre projet présidentiel Donc, le vous moment venu. réduirez la dépense publique. Je On viens est de bien dire d'accord. qu'il y aura des économies de dépenses. De dépenses. Bien. Est-ce que vous avez voté à l'Assemblée la baisse des indemnités des élus? Non. C'était hier soir. Non, je n'étais pas à Pourquoi l'Assemblée. Je n'y étais pas hier soir. Et Non, par mais ailleurs, vous je l'auriez vais- voté ou Non, pas? je ne l'aurais pas voté. Je ne suis pas. C'est un député UMP qui Oui, a j'ai vu ça, fait mais cette je proposition, une pense- baisse de 10%. Je pense qu'il ne faut pas être dans cette forme de démagogie anti-parlementaire, d'autant que le gouvernement, la semaine dernière, alors qu'il avait une occasion unique de faire un acte fort, de baisser l'indemnité du président de la République, qui s'est quand même augmentée de 170%, Nicolas Sarkozy. Les ministres ont triplé leur salaire depuis l'époque où je l'étais, moi, en 2002. Alors c'est vrai qu'il y a eu la suppression d'un certain nombre de primes bizarres, c'est Jospin qui l'a fait, ce qu'on appelle les fonds secrets. Mais enfin, c'était à l'exécutif de montrer Et si vous êtes l'exemple. ministre, Mais vous réduirez votre salaire? Il y aura une réduction de salaire du président de la République et des ministres. Et donc des François Hollande l'a ministres. dit. Les parlementaires sont, pardonnez-moi, dans une situation différente. Et peut-être serai-je ministre. Après tout, j'aspire à participer au gouvernement de mon pays, comme d'autres, d'une façon ou d'une autre. On verra bien ce qui se passe le moment venu. Mais moi, je parle des parlementaires. Les parlementaires ne sont pas du tout, et les élus locaux non plus, dans la même situation que les ministres ou le président. C'est d'en haut que doit partir l'exemple. Et ne faisons pas des parlementaires des cibles quand les traitements des parlementaires sont le tiers de celui d'un ministre, le quart de celui du président de la République, qui en plus ne dépense rien. Sur l'EPR de Flamanville, est-ce que François Hollande cédera? François Hollande a une position qui est une position de fermeté, une position de principe. Est-ce qu'il cédera? Permettez-moi de revenir un tout petit peu Non, en non, mais arrière. moi, je voudrais la Je vais réponse. vous répondre non. Voilà. Il ne Ça- cédera pas? Mais je ne sais pas ce que céder veut dire. François Hollande, et c'est pour ça que j'y reviens, veut un accord avec les écologistes. Cet accord doit être peut-être un accord complet, c'est-à-dire des circonscriptions. C'est sans doute nécessaire si on veut avoir une majorité parlementaire conjointe. Et puis un accord de fond. Deuxième chose, il a fait des mouvements mais considérables, non pas vers les écologistes, mais vers l'écologie. Après Fukushima, je pense que ça a pesé sur sa conscience. Et quand il dit on va réduire de 75 à 50% la part de l'électricité d'origine nucléaire produite en France, c'est considérable. Quand il dit on va fermer des centrales, c'est considérable. Quand il dit on va fermer la centrale de Fessenheim, c'est considérable. Quand il dit on ne fera pas le deuxième EPR de Penly, ce sont des gestes très forts. Et en même temps, sur Flamanville, il est clair, il a dit voilà un enjeu industriel
considérable. Il y a des milliers d'emplois sur ce chantier. Voilà un enjeu financier considérable. Il y a 6 milliards d'euros d'engagés. On ne peut pas les laisser comme ça dans un champ. Il dit qu'il y a un enjeu de recherche, parce qu'il n'est pas pour la sortie du nucléaire, mais pour la sortie du tout nucléaire. Il y a un enjeu d'indépendance. Et donc, il a pris une position qui est très claire et qui est sur la table. Flamanville se fera, sauf si des problèmes de sécurité se posent, parce que la sécurité, évidemment, ça s'applique à cette centrale-là comme à toutes les autres. Si tout se déroule correctement, Flamanville sera construit. Oui. Le PR sera construit. À part des motifs de sécurité, et il faut comprendre une chose, c'est que cet accord avec les écologistes doit être un bon accord, et pour que ce soit un bon accord, il faut que ce soit un compromis. Et je viens de dire, moi, tout ce que les socialistes étaient prêts à faire, tout ce que François Hollande était prêt à faire, j'espère que les écologistes auront aussi le sentiment qu'il faut être dans l'union, mais aussi dans la responsabilité, dans le compromis que nous devons passer entre nous. Parce que, somme toute, il y a une chose qu'on oublie dans tout ça. Nous sommes dans une élection présidentielle. Les écologistes ont un candidat. On n'est pas en train de préparer une candidature commune. On n'est pas en train de préparer un parti commun. On est en train de préparer un projet de gouvernement. Et ce projet de gouvernement, il doit tenir compte des sensibilités des uns et des autres. Nous tenons compte, mais fortement, de ce que pensent les écologistes. Qu'ils soient aussi conscients que François Hollande, président de la République, il aura une responsabilité particulière, qu'il a ses options. Cette option, c'est réduire la part du nucléaire. C'est pas sortir du nucléaire. C'est une façon de montrer qu'il a du caractère, François Hollande. Il n'a pas besoin de le montrer, il en a. C'est ce que tout le monde dit. Mais enfin, moi, je ne aux suis, opposants politiques. Nous ne sommes pas dans le commentaire. Moi, je ne suis pas le commentateur de cette campagne. Je suis à ses côtés, et complètement à ses côtés. Et je sais que quand il est venu... Donc ce n'est pas un mou. Non, quand il est venu sur France 2 et qu'il a dit, comme ça, voilà, ça là se fera, c'est un sens précis. Ce mot a un sens. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est un acte de fermeté. Je dis simplement que c'est ferme. C'est une position de principe. C'est ce que pense François Hollande. Et tout de même, il doit être respecté. C'est lui le candidat à l'élection présidentielle. C'est lui, je l'espère, le prochain président de la République. Merci Pierre Moscovici d'être venu ce matin nous voir. Il est 8h56, vous êtes sur BFM TV RMC.